Donc, merci d'être présent pour cette sixième conférence du cycle qu'on organise depuis à peu près maintenant 3 ans. Et cette fois-ci, nous avons l'occasion d'accueillir deux ingénieurs agro. Car comme vous le savez, l'idée de ces cycles de conférences, c'est pas de se limiter à des médecins, mais d'ouvrir à d'autres professionnels des sciences de la vie, de la santé, en particulier des ingénieurs, des pharmaciens, mais également aussi des sciences de la vie, enfin je veux dire des sciences humaines et sociales. Et pour cette conférence qu'on a intitulée Alimentation infantile et santé globale, vous avez deux ingénieurs, deux agronomes, qui sont le professeur Daniel Thomé, qui va commencer la présentation, et ensuite la professeure Dalila Zoutmarnich, qui enchaînera sur le même thème. Alors pour les présenter très brièvement, le professeur Daniel Thomé est professeur maintenant honoraire à AgroParisTech, je pense que vous connaissez tous cette école, et la professeure Daniela Zoutmarnich et professeur titulaire actuel dans la même école. Et tous deux travaillent sur les deux thématiques, enfin sur ces thématiques qu'on va vous présenter, enfin qui vont vous présenter, d'où leur invitation. Et je vais peut-être laisser la parole au professeur Thomé. La parole est à vous. Je vous laisse commencer. Ok, donc on va discuter là aujourd'hui, bon, assez rapidement, hein, c'est compliqué, les problèmes d'alimentation infantile. Moi, je vais faire un tour d'horizon un peu général sur les problèmes de nutrition infantile, de malnutrition et des risques de déficience. Et Dalila Azout développera plus particulièrement les aspects de besoins en protéines, hein, qui sont des besoins évidemment très importants dans le monde. Puisqu'on sait que les protéines sont un nutriment strictement indispensable, hein. On peut pas, il n'y a pas de possibilité de survie et de développement sans protéines. Diapositive suivante. Voilà, alors de quoi on parle hein, d'une façon générale lorsqu'on s'intéresse aux apports nutritionnels et aux besoins en rapport avec la santé, on les présente par groupe d'âge, de sexe et de conditions physiologiques. Et en général, bon, il y a différentes catégories, hein. On va considérer les nourrissons jusqu'à 6 mois. Ça comprend évidemment les problèmes d'allaitement maternel, de formule infantile, d'aliments pour nourrissons, et puis évidemment tout le problème de la diversification alimentaire qui démarre à peu près après 4 mois, quoi. En général, faut pas la démarrer après 4 mois, avant 4 mois. Ensuite, on a les enfants, justement, au-dessus de 6 mois jusqu'à 3 ans. Là, il y a des alimentations aussi un peu particulières, ce qu'on appelle les laits de suite ou les aliments infantiles, et de nouveau, évidemment, tout le problème de progression de la diversification alimentaire. Et ensuite, évidemment, au-dessus de 3 ans et jusqu'à 18 ans, c'est les enfants et les adolescents. Alors, en général, à partir d'un certain âge, on va distinguer les garçons et les filles qui ont des caractéristiques, disons, de corpulence et physiologiques différents. Donc, les préscolaires, les scolaires et puis les adolescents. Et à 18 ans, on va considérer que l'organisme et les individus sont arrivés à maturité. Voilà. Ensuite, évidemment, il y a les adultes, c'est une autre question qu'on ne traitera pas aujourd'hui. Suivante. Voilà. Ensuite, de quoi on parle lorsqu'on s'intéresse à l'alimentation? Ben, on a toujours, on va dire, trois, quatre grands groupes de problématiques. Il y a évidemment l'énergie, c'est le premier besoin, hein. Il y a besoin d'énergie pour la survie. Elle est exprimée en besoin énergétique moyen. L'objectif, évidemment, en ce qui concerne l'énergie, c'est d'équilibrer la dépense énergétique, mais d'éviter évidemment une surconsommation énergétique qui, à ce moment-là, risque d'induire des risques de surpoids, voire d'obésité. Donc, c'est quelque chose qui est assez bien surveillé. On doit toujours bien mettre la recommandation d'apport énergétique en relation avec la dépense énergétique qui doit être équilibrée et sans plus, quoi. Ensuite, on a ce qu'on appelle les macronutriments énergétiques, c'est-à-dire qui vont fournir de l'énergie, mais qui ont aussi pour certains d'autres fonctions, c'est les protéines, les glucides, les lipides. Hein, les protéines, c'est les apports d'azote, et puis dans les protéines, il y a les acides aminés indispensables. Bon, Dalila Azout en parlera. Dans les aspects, le lipide, évidemment, bah, il y a les acides gras essentiels qui sont particulièrement importants au cours de la croissance, hein, en particulier pour le développement du cerveau. Ensuite, on va donner des gammes d'apports dans l'équilibre entre les glucides et les lipides, hein, en pourcent de l'apport énergétique. Et puis, dans cette catégorie, il y a des limites toujours concernant évidemment le sucre, le cholestérol, les acides gras saturés. Et puis, il y a le problème des fibres. Et puis ensuite,
on discute ce qu'on appelle les micronutriments, hein, les vitamines et les minéraux. Bon, vous avez ici la liste de toutes les vitamines qui sont considérées comme nécessaires au fonctionnement de l'organisme et qui doivent être apportées par l'alimentation. Et puis un certain nombre de minéraux. Bon, on connaît évidemment, il y a certains qui sont particulièrement importants. On peut citer le calcium, évidemment, le fer, etc. Voilà. Et puis, donc, tout ça, en général, va être répertorié dans ce qu'on appelle les apports nutritionnels de référence ou les Dietary Reference Value, DRV, qu'on trouve à peu près, alors qui sont publiés par les autorités internationales et puis par toutes les agences nationales, etc. Et ça peut être exprimé en besoin moyen ou en apport de référence pour la population, en gamme d'apports recommandés. Bon, par exemple, j'en parlais pour les lipides ou le sucre, on va donner des gammes d'apports ou les glucides. Et puis, bon, alors, c'est un peu anecdotique, mais on parle d'apport adéquat. Quand vous voyez apport adéquat quelque part, ça veut dire qu'on n'a pas de données très robustes et on essaye d'évaluer à peu près le besoin, mais ça demandera des travaux plus approfondis pour donner des valeurs précises. Diapositive suivante. Voilà, cadrer la question. Alors, les besoins nutritionnels de l'enfant et de l'adolescent, hein, on s'intéresse à l'enfance, c'est de l'amener justement en fin d'adolescence à maturité. On va les définir à partir d'un trois grands critères, hein, qui sont eh bien, le métabolisme de base. Pour survivre de toute façon, au jour le jour, il faut apporter un certain nombre d'éléments. Alors, évidemment, comme je disais, au cours de l'enfance, il y a le problème de croissance qui s'arrête à la maturité, hein, et donc il va y avoir un métabolisme de base plus des besoins de croissance. Alors pour certains éléments, hein, tous les éléments ne sont pas impliqués dans la croissance. Il y en a certains dont on va avoir un besoin supplémentaire de croissance. Et évidemment, il y a l'activité physique en fonction du niveau d'activité. Très rapidement, les besoins peuvent être différents. Ça doit être pris en compte. Alors, la croissance, qu'est-ce que c'est? On sait très bien au niveau global, ça se traduit par un accroissement de la taille et de la masse corporelle avec une acquisition majeure de masse musculaire et de masse osseuse, hein. C'est quand même les deux gros tissus, les deux gros composants de l'organisme qui sont impactés par la... Alors, évidemment, après, il y en a d'autres, hein, il y a le cerveau, etc. Mais d'un point de vue, disons, quantitatif, c'est le développement de la masse musculaire et de la masse osseuse qui sont très importantes. Alors, on va rapporter les besoins évidemment à la masse corporelle et quand on regarde évidemment rapporter à la masse corporelle, les besoins donc au cours de la croissance sont supérieurs à ceux de l'adulte puisqu'il y a des besoins supplémentaires associés à la croissance. Ça va se traduire par des besoins supplémentaires. Donc sur les nutriments qui sont impliqués dans la croissance, on peut citer les protéines, le calcium, le fer, le phosphore, les acides gras polyinsaturés, l'iode, le zinc. Tous ces éléments, évidemment, ont une composante supplémentaire de croissance par rapport aux besoins de l'adulte. Alors évidemment, l'alimentation des jeunes est très importante puisque on sait que ça va impacter leur santé, ça va impacter les risques de pathologie au cours de l'enfance et évidemment, ça a un impact ensuite sur les pathologies qui peuvent se développer chez l'adulte, les infections, les pathologies chroniques et métaboliques, les pathologies dégénératives, etc. Donc, on sait très bien qu'en fonction de l'alimentation, on peut diminuer ou augmenter certains facteurs de risque chez les enfants et ensuite, évidemment, chez l'adulte. Et donc, de bonnes habitudes alimentaires concernant et de l'activité physique s'acquièrent dès l'enfance et influencent la santé tout au cours de la vie avec le développement physique, psychique des jeunes et ensuite chez les adultes. Diapositive suivante. Voilà, donc ça c'est rapide, tout le monde le sait. Ben, comment se développe l'enfance? Il y a un gain de taille et de poids chez les garçons et les filles. Et si on regarde, évidemment, c'est très significatif. Euh, sur les trois premières années, on voit qu'il y a une croissance importante, évidemment, euh, dans les premiers mois et dans les quelques premières années. Et ensuite, la courbe s'aplatit et ça va continuer à peu près jusqu'à l'adolescence, jusqu'à 16, 18 ans, etc. Et donc, pour regarder ce qui se passe derrière ça, diapositive suivante. Voilà, alors, si on regarde évidemment, qu'est-ce que c'est la croissance? Ici à
gauche, donc, il y a l'évolution de la masse maigre. La masse maigre, c'est beaucoup la masse musculaire et la masse osseuse, en fait, hein. Et on voit très bien que la croissance sur les 3 premières années, c'est un développement de la masse maigre. Quand on regarde la masse grasse, vous voyez, après la naissance, elle augmente et ensuite elle se stabilise. Alors, c'est pas que la masse grasse ne bouge pas, c'est qu'évidemment, les lipides sont utilisés pour fournir de l'énergie pour la croissance, quoi. Et donc, évidemment, bah, donc, la masse grasse reste à peu près constante. Et par contre, la masse maigre, qui sont, comme je disais, la masse musculaire et la masse osseuse, se développent de façon très importante, quoi. Et ça va durer, en s'atténuant, mais ça va durer évidemment jusqu'à la maturité. Alors évidemment, tout n'est pas se développe pas de la même façon. Et à droite, vous voyez, donc on a le poids total qui est multiplié par 10 à peu près au cours des 10 premières années. Mais si on regarde, vous voyez, le poids du cerveau, il va augmenter au même rythme sur la première, les 2 premières années. Et ensuite, ça arrive à un plateau. On voit que vers 5-6 ans, le cerveau est à peu près arrivé à son poids. Et donc, il va se multiplier par 4 simplement. Et ensuite, il ne va plus bouger de façon très importante par rapport aux autres tissus du corps qui vont continuer à augmenter jusqu'à 15, 16, 17 ans. Alors c'est très important puisque raison pour laquelle on s'est beaucoup intéressé au cours d'un certain nombre de décennies, évidemment, aux éléments qui permettent la structuration du système nerveux central, en gros, qui évidemment est très important dans la vie, tout au long de la vie. Voilà, diapositive suivante. Voilà, alors un autre élément important et évidemment qui a été beaucoup étudié du fait évidemment des risques de surpoids d'adiposité qu'on a vu émerger depuis un certain nombre de décennies, c'est donc on mesure l'adiposité, on le sait, hein, par l'indice de masse corporelle qui rend compte de la corpulence d'un individu, c'est-à-dire c'est une mesure, une idée de l'adiposité. Et si on regarde au cours de la croissance, pareil, ça ne varie pas de façon linéaire, mais il y a une variation qu'on va appeler physiologique. En moyenne, la corpulence augmente la première année de la vie. On voit, vous voyez, sur la courbe de droite, hein, elle augmente très fortement. C'est un âge où l'enfant arrive à peu près, enfin, il est assez potelé parce que son adiposité est assez importante. Et si on regarde ensuite, voyez, ensuite, elle diminue lorsque l'enfant commence à marcher, à avoir une activité, une dépense énergétique plus importante. Et puis ensuite, elle remonte avec l'âge, après l'âge de 6 ans, ce qu'on appelle le rebond d'adiposité. Ça, évidemment, c'est très suivi chez les enfants parce qu'en fait, l'âge auquel survient ce rebond d'adiposité est un indicateur d'un risque ultérieur d'obésité, ou en tout cas de surpoids, et même si l'enfant à ce moment-là ne paraît pas gros. Et on parle alors de rebond précoce d'adiposité. Et un rebond précoce d'adiposité est un signe d'un risque de surpoids et d'obésité ensuite à l'âge plus important et même à l'âge adulte. Voilà. Donc c'est très important de suivre ce paramètre d'adiposité chez les enfants. Diapositive suivante. Voilà, et si on regarde sur une période plus longue, ici, si on regarde l'évolution, comme tout à l'heure, l'évolution des tissus maigres et des tissus gras avec l'âge et selon le sexe, on voit très bien, évidemment, bah, le phénomène le plus important, vous voyez, sur les 18-20 premières années, c'est ce développement très important des tissus maigres, enfin, de la masse musculaire et du squelette, etc., avec évidemment un décrochement entre les sexes, lié à l'hormone de croissance, hein, on le sait bien, mais dans les deux cas, on voit qu'il y a une augmentation pour arriver en fin d'adolescence à un plateau, et même bon, ensuite, c'est une autre question, avec une rediminution progressive avec l'âge. Et si on regarde la masse grasse, à droite, on avait ce qu'on voyait tout à l'heure, et puis on voit évidemment que vers 10 ans, il y a une réaugmentation de la masse grasse, et ensuite, évidemment, au long de la vie, la masse grasse augmente. Et évidemment, on sait bien, l'adolescence correspond à la maturité osseuse, musculaire et sexuelle. Et au cours de l'adolescence, si on regarde, la masse maigre qui contient le muscle augmente en moyenne de 31 kg chez le garçon et de 15 kg chez les filles.
Et la masse grasse augmente à l'inverse, en moyenne de 3 kilos chez le garçon et de 7 kilos chez les filles. Ça, bon, c'est la situation. Et donc ça, c'est des données un peu de référence. Et un individu en bonne santé va suivre à peu près ces courbes-là entre sa naissance et son adolescence. Diapositive suivante. Voilà, alors si on regarde évidemment ensuite les aspects alimentaires, évidemment la première chose évidemment très importante, où il y a beaucoup de choses qui se déterminent, c'est dans les périodes initiales de la vie, hein, c'est-à-dire sur la première année et ensuite après 12 mois. On sait qu'il y a trois périodes critiques, il y a les 6 premiers mois, hein, c'est ce qu'on appelle l'oralité orale. Alors, l'enfant prend son contact avec son alimentation, c'est une alimentation lactée exclusive, et puis avec évidemment la question de l'allaitement maternel ou les préparations pour nourrissons, hein, les premiers âges, enfin, pour les enfants qui sont pas ou pas allaités très longtemps. Voilà. Ensuite, évidemment, entre 6 mois et 1 an, c'est l'oralité secondaire, la diversification alimentaire apparaît, et bon, il y a l'allaitement maternel qui peut continuer, hein, ce qui est conseillé par l'OMS. Hein. Et sinon, il y a des préparations qu'on appelle des deuxième âge, maintenant, des préparations de suite, etc., pour continuer avec une alimentation mixte, diversifiée et des formules de préparation de suite. Et puis évidemment, après 12 mois, c'est l'évolution des modalités d'alimentation pour arriver évidemment à l'alimentation normale humaine. Il peut y avoir de l'allaitement maternel qui continue, hein, ça se fait, c'est peut être conseillé de continuer l'allaitement. Et ensuite, il y a des préparations, des alimentations infantiles. Et puis ensuite, évidemment, l'enfant évolue vers une alimentation diversifiée normale. Là, évidemment, la croissance au cours des premières de la vie était vraiment une phase très critique, puisqu'il y a beaucoup de choses qui se déterminent à ce moment-là et qu'on ne va pas changer ensuite, quoi. L'individu va se programmer, évidemment, d'une certaine façon, sur la façon dont il va assurer sa croissance sur sa première année. Et évidemment, il faut aller regarder les besoins spécifiques pour la croissance, le poids, la taille, le périmètre crânien, etc., la composition musculaire, la composition osseuse, etc. Évidemment, alors, la grande question de l'allaitement maternel, avec beaucoup la prévalence, quels sont les bénéfices pour la mère, pour l'enfant, y a-t-il des contre-indications? Évidemment, les recommandations de l'OMS, c'est de toute façon, il faut un allaitement maternel de toute façon sur les 4 premiers mois, si possible jusqu'à 6 mois, et c'est bien de continuer jusqu'à 1 an quand c'est possible. Voilà. Et puis, évidemment, il y a le problème d'arrêt de l'allaitement maternel, etc. Alors, évidemment, quand il n'y a pas ou quand l'allaitement maternel s'arrête, il y a toute la question des discussions sur les préparations pour nourrissons, les succès des substituts de lait maternel, jusqu'à quel âge, etc. Et puis évidemment la question de la diversification, quand idéalement à partir de 6 mois, les recommandations c'est jamais avant 4 mois, etc. Voilà. Alors tous ces éléments évidemment sont des éléments très importants à prendre en compte. Diapositive suivante. Voilà, donc, qu'est-ce que l'alimentation infantile? C'est assurer un besoin d'un apport adéquat d'énergie et de nutriments pour l'expression optimale du potentiel génétique, corporel et cognitif au cours de la croissance. Évidemment, énergie, j'en ai parlé, croissance et constitution des tissus, mais pas d'apport énergétique trop élevé qui peuvent induire un risque de surpoids. Et puis ensuite, il y a des risques de déficience qui sont particulièrement sensibles évidemment pour les nutriments liés à la croissance. On va mettre dedans les protéines, le calcium, le fer, l'iode, le zinc, les acides gras polyinsaturés, N-3 en particulier, la vitamine A, la vitamine D, la B9, la vitamine E. Évidemment, on peut citer évidemment le rôle des protéines pour le développement des muscles, l'association protéines calcium-vitamine D pour la constitution des os, les acides gras polyinsaturés pour le cerveau, le fer pour la fonction de l'hémoglobine, la vitamine A pour les fonctions cellulaires, l'iode pour les hormones thyroïdiennes, le zinc pour divers processus métaboliques. Voilà. Donc, on va essayer d'associer et de vérifier qu'on assure le développement optimal et adéquat de toutes les fonctions et de tous les tissus de l'organisme. Diapositive suivante. Voilà, évidemment, si on regarde le lait maternel,
Bon, alors, il y a pas mal d'études. On regarde le lait maternel, évidemment, est quelque chose d'assez compliqué, qui évolue, évidemment, tout au cours de la lactation. Vous voyez, si on regarde, par exemple, les protéines du lait la concentration de protéines du lait maternel au cours du premier mois, elles vont diminuer. Alors, en fait, on sait que le besoin en protéines de l'enfant est très élevé chez le très jeune et diminue après. Donc, ça correspond. On peut discuter. Vous voyez, les graisses, on a vu que la composition corporelle augmente et se stabilise, les graisses du lait augmentent et se stabilisent, etc. Alors, le lait maternel, évidemment, est très important. Évidemment, il assure une protection, une immunité passive qui protège l'enfant. Alors, est-ce que c'est le nec plus ultra? Ben, il a certains défauts, hein. Le lait maternel contient peu de vitamine D. Hein. Les réserves du nouveau-né dépendent de celles de la mère et sont insuffisantes. Et les préparations pour nourrissons contiennent souvent assez peu de vitamine D. C'est pas très simple de supplémenter. En général, une supplémentation en vitamine D de l'ordre de 400 à 800 unités internationales par jour peut être recommandée entre la naissance et 2 ans. Le lait maternel aussi a une teneur trop faible en vitamine K et il faut un apport de vitamine K à la naissance, soit par injection, c'est ce qui est fait en Amérique du Nord, ou en Europe, c'est plus doux. On donne des doses orales de vitamine K, mais qui sont nécessaires pour assurer évidemment un statut en vitamine K correct de l'enfant. Diapositive suivante. Voilà, alors la prévalence, très rapidement, en France, il faut savoir qu'on est les mauvais élèves en termes d'allaitement en Europe et dans beaucoup de pays du monde. Vous voyez, on voit qu'il y a bon, ces données qui ont une dizaine d'années, mais enfin, elles sont toujours à peu près d'actualité, hein. Vous voyez qu'il y a un peu plus de 50% des femmes qui allaitent et ça diminue assez rapidement. Si on regarde, vous voyez, à 6 mois, il n'y a plus que 15-20% des femmes qui allaitent et après, à 1 an, il n'y en a pratiquement plus. Il y a des pays, évidemment, qui ont une culture d'allaitement. Bon, pourquoi? Il y a beaucoup d'études. On fait pourquoi maintenant beaucoup de communication. Ça s'est un peu amélioré. Mais il faut savoir qu'en France, ça reste un problème que l'allaitement maternel n'est pas assez développé en France. Diapositive suivante. Voilà, alors les besoins de l'enfant, bon, le premier besoin, comme je disais, c'est le besoin d'énergie, hein, le besoin calorique. Euh, Ils sont variables en fonction de l'âge, de la corpulence et du niveau d'activité et sont plus importants chez les garçons, en particulier à partir d'un certain âge. Les recommandations sont exprimées, vous voyez, en fonction de niveau de ce qu'on appelle le PAL, hein, le Physical Activity Level, qui est un coefficient qui prend en compte le niveau d'activité physique. Et en général, donc, on exprime donc le besoin énergétique total comme le besoin énergétique de base, hein, le resting de repos, le resting energy expenditure, multiplié par ce coefficient PAL, évidemment. Et donc, évidemment, plus le coefficient PAL est important, donc plus l'activité est importante, plus, évidemment, le besoin énergétique total est important. C'est ce qui est traduit là. Comme je disais, c'est important puisque il faut ajuster l'apport énergétique à la dépense énergétique et pas aller au-dessus. Et si on regarde évidemment, donc sur la première année, évidemment, le coefficient PAL est très bas et on voit qu'à partir de 4 ans, on dissocie déjà les recommandations en fonction du niveau d'activité et ça ne fait que se traduire chez tous les âges. Quand on va recommander, il faut regarder si on a des individus. Alors c'est vrai c'est vrai chez les enfants, c'est vrai chez les adultes, hein, entre les peu actifs, les modérément actifs, les très actifs, etc. Voilà. Et puis évidemment, comme je disais, ben, il y a une différence à partir d'un certain âge entre les garçons et les filles. Mais il faut bien avoir conscience, évidemment, que ce besoin énergétique est dépendant de l'activité physique. Diapositive suivante. Voilà, et puis donc cette énergie est apportée par les macronutriments énergétiques, hein, et la répartition globale des macronutriments énergétiques, glucides et lipides, est proche de recommandations qu'on a pour l'adulte. Vous voyez, sur les glucides, par exemple, hein, on les exprime en pourcent de l'énergie. Bah, pour les enfants, on considère que comme pour l'adulte, il faut un apport de glucides qui représente 45 à 60% de l'apport énergétique total. Et pour les lipides, vous voyez,
enfin, chez les enfants très jeunes, entre 35 et 40, ils ont besoin de beaucoup d'énergie. Et puis ça diminue, hein, 20-35, on va trouver à partir de 5-6 ans, vous voyez à peu près la même chose que chez les adultes. On recommande de ne pas aller au-dessus de 35% d'énergie. Alors évidemment, chez les tout petits, 40% d'énergie sous forme de lipides, c'est recommandé. Voilà. Et puis ensuite, on a les protéines qui sont la source d'azote et d'acides aminés. Le besoin relatif, donc, est plus élevé chez l'enfant que j'allais dire, relatif au poids, hein, évidemment. Le bilan doit être positif du fait d'un dépôt de protéines pour la croissance des tissus maigres, hein. Le muscle, l'os, la peau, c'est des dépôts de protéines. Et ben, faut apporter ces protéines en plus qui se déposent pour assurer la croissance. Et si on regarde le taux de dépôt protéique de croissance, il est très élevé chez le nourrisson, 1 gramme par kilo par jour, hein. Il va déposer 1 gramme de protéines par kilo de poids corporel et par jour, et puis ça diminue, puisque l'espèce humaine est une espèce à croissance lente. À 4-5 ans, vous voyez, le dépôt est de 0,02 grammes par kilo par jour, et puis il réaugmente un peu à 0,05 jusqu'à 8-10 ans, et puis ensuite il rediminue pour s'annuler à la maturité. Et puis évidemment, il y a des différences qui apparaissent entre les sexes, puisqu'il y a une différence de croissance. Vers 10-11 ans, le dépôt est plus important chez les garçons que chez les filles. Diapositive suivante. Voilà, et puis évidemment, il y a, comme je disais, important le développement du cerveau qui se développe sur 3, 4, 5 ans, etc. Et regarde, évidemment, un bon marqueur, c'est de regarder le dépôt de ces acides gras polyinsaturés, hein, qui sont importants dans la structure du cerveau, hein, les oméga 6 et les oméga 3. Et quand on voit, vous voyez, donc c'est sur les 2-3 premières années qu'il y a ce dépôt très important de ces acides gras dans le cerveau. Et donc, ça veut dire qu'il faut apporter ces acides gras, évidemment, de façon très importante, puisque certaines de ces structures ne sont pas, on ne peut pas les synthétiser dans l'organisme, et ça doit être apporté par l'alimentation. Donc, c'est très important d'aller trouver les bases de structuration de ces acides gras polyinsaturés à la longue chaîne. Diapositive suivante. Voilà, alors ensuite, évidemment, ben, il y a ce statut nutritionnel au cours du développement et les risques auxquels on a. On sait qu'on a des transitions alimentaires avec des régimes qui peuvent être pauvres en certains nutriments essentiels et dans d'autres cas trop riches, hein. Et derrière, les risques qu'on voit apparaître, évidemment, évidemment, c'est des grands problèmes au niveau des autorités internationales sur la croissance des enfants, hein. C'est les retards de croissance et la maigreur qui sont particulièrement élevés dans les régions d'Afrique de l'Ouest et centrale, en Europe et Asie centrale et en Asie du Sud. Chez les adolescentes non enceintes aussi, la prévalence de la maigreur oscille entre 2% en Europe et en Asie centrale 7%. Donc c'est très important. Mais évidemment, en parallèle, évidemment, au problème de maigreur, de retard de croissance dû à des carences alimentaires, il y a ce problème de surpoids et d'obésité, hein, qui s'est développé un peu partout dans le monde, qu'on va trouver de façon en particulier importante dans les pays en Amérique latine et Caraïbes, Moyen-Orient, Afrique du Nord, etc. Dans les régions Asie de l'Est et Pacifique, 4% de prévalence du surpoids et de l'obésité par rapport à une prévalence de 40% au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. Enfin, bon, tout le monde sait qu'au niveau mondial, on a ce problème de surpoids et d'obésité. Et puis, évidemment, un problème très important dans la santé humaine, c'est les problèmes d'anémie liés à la carence en fer. Il y a des variabilités entre les pays, mais toutes les régions du monde sont touchées par ce problème de carence en fer et d'anémie. La prévalence de l'anémie est très élevée, affectant environ 26% des adolescents en Europe Asie centrale, 52% en Afrique de l'Ouest et du Centre. Et puis, là où les données sont disponibles, la plupart des régions sont touchées par des carences en iode, en vitamine A, en vitamine D et en zinc. On voit donc il y a des problèmes. Diapositive suivante. Voilà, si on regarde, vous voyez, donc on a trois grands types d'études et de données qui sont disponibles. Il y a les problèmes, on va dire, de carence et de malnutrition, où on trouve, j'en ai un peu parlé, de la maigreur, de l'émaciation, des retards de croissance. Il y a les problèmes d'obésité, vous voyez, bon, détaillés dans différentes régions du monde. Et puis, il y a les déficiences en micronutriments. Alors, très important, évidemment, l'anémie due aux carences en fer, hein, qui sont les plus importantes, mais il y a l'iode, il y a la vitamine A, il y a la vitamine D et il y a les déficiences en zinc aussi qui sont très importantes. Voilà, c'est les problèmes de santé internationale qu'on trouve au niveau mondial. Diapositive suivante.
Voilà, alors tout le monde connaît le problème. Ça, c'est l'évolution moyenne dans le monde des indices de masse corporelle. Alors dans cette étude, d'ailleurs, ils ont donné dans tous les pays, on voit, alors plus ou moins selon les pays, mais l'indice de masse corporelle moyen des adultes et des enfants augmente à peu près partout. Et ça, c'est les données moyennes au niveau mondial, de la population mondiale. On voit qu'il y a une tendance à l'augmentation depuis un certain nombre d'années dans le monde, donc de l'adiposité des populations. Diapositive suivante. Et chez les enfants, chez les enfants, c'est particulièrement important. Alors évidemment, si on regarde les problèmes de type d'alimentation, bon, faut voir que les retards de croissance, c'est quelque chose c'est un des principaux problèmes parce qu'on sait que ça va impacter sur le plan physique et cognitif les enfants, c'est-à-dire que dans certaines régions du monde, on fabrique des populations qui seront déficients sur le plan physique et cognitif. C'est très important. Et si on regarde, vous voyez, la comparaison entre la prévalence du retard de croissance chez les enfants de moins de 5 ans et la part d'apport calorique des céréales et des racines et tubercules par rapport à l'apport énergétique total, ce qu'on voit, c'est que quand la part euh, des céréales, des racines et tubercules augmente de façon trop importante, les retards de croissance augmentent parce que, bon, c'est des alimentations. C'est pas que ces aliments ne sont pas intéressants, mais ils ne couvrent pas tous les besoins. Et en particulier, bon, il y a un certain nombre, on parle du fer, on parle des protéines, etc. Ces aliments peuvent créer des déficiences lorsqu'ils représentent une part trop importante de l'apport total. Il faut une association de différentes sources alimentaires pour permettre un développement harmonieux. Diapositive suivante. Voilà, et puis très à l'ordre du jour, ça c'est justement voilà, les petits carrés noirs, c'est les retards de croissance, et puis le reste, c'est la consommation alors d'aliments d'origine animale. Bon, c'est un débat très important, il y a une question qu'il faut vraisemblablement, pour diverses raisons, en particulier des raisons évidemment de santé de la planète, qu'il faut diminuer les consommations et les productions de produits animaux au profit de sources végétales. Mais attention évidemment, alors ensuite on peut peut-être trouver des solutions végétales, mais là on voit très bien que quand la part des produits d'origine animale est très faible, les retards de croissance sont très importants. Et quand la part dans l'alimentation des produits animaux, vous voyez, le bœuf, le porc, les volailles, le mouton, etc., augmente, et ben on voit que les retards de croissance, alors c'est peut-être pas la seule solution, mais c'est un indicateur intéressant qu'il y a quand même des éléments à prendre en compte lorsqu'on s'intéresse à ce problème de relation entre la nutrition, la santé et la santé de la planète. Diapositive suivante. Voilà, et puis évidemment, tous les problèmes de micronutriments ici, alors ça ne touche pas que les pays avec des revenus faibles ou moyens, hein. Là, c'est en Grande-Bretagne, hein, c'est le pourcentage des garçons et des filles en Grande-Bretagne avec des apports en micronutriments qui sont en dessous des besoins de référence ou pour la vitamine D. Qui couvrent pas, qui couvrent leurs besoins. Et on voit très bien, vous voyez par exemple les consommations en dessous des besoins de référence, bon, pour le fer, hein, évidemment, ça touche particulièrement les filles. 54% des filles entre 11 et 18 ans ne couvrent pas leurs besoins en fer, 12% des garçons, mais on voit quand même, il y a des valeurs qui sont non négligeables, hein, entre 10 et 20, 30, 40% même pour le sélénium, sur le calcium, le magnésium, le zinc, le sélénium et l'iode. Et si on regarde le pourcent des garçons et des filles qui couvrent leurs besoins en vitamine D, c'est aux alentours de 20%. Donc il y a dans cette population Grande-Bretagne, mais on a sûrement la même chose dans les autres pays européens. Voilà, donc les micronutriments, c'est très important, évidemment. Diapositive suivante. Voilà, et alors évidemment, bah, il y a beaucoup de discussions au niveau global sur la fortification en micronutriments, puisqu'on sait que la malnutrition causée par une carence en un ou plusieurs vitamines, minéraux essentiels, c'est très répandu. On l'a vu là, par exemple, dans les populations de jeunes en Grande-Bretagne. Euh,
Site contrôle. Alors, il y a certaines choses qu'on maîtrise relativement bien. Bon, l'iode, on l'a géré avec le sel iodé. Mais par contre, vous avez vu tout à l'heure, on a toujours des insuffisances en fer, en vitamine A, en zinc, ce qui reste importante. Le problème des femmes enceintes, évidemment, qui sont ici particulièrement sensibles et qui ont des déficiences très souvent en micronutriments. Évidemment, ben, la recommandation internationale partout, un peu, dès qu'on va détecter, c'est des enrichissements d'aliments ou des complémentations ou des compléments alimentaires qui permettent d'apporter évidemment les nutriments qui sont déficients, hein. Ça se fait assez couramment, hein, euh, de recommander des apports par des compléments alimentaires. C'est une solution particulièrement appropriée lorsqu'il existe des preuves de carence en micronutriments au niveau d'une population, et c'est bien adapté quand il y a une urbanisation avec une proportion importante de la population qui consomme des aliments transformés produits de manière centralisée. Et donc, on peut à ce moment-là faire des complémentations, des fortifications dans les aliments de la population. Diapositive suivante. Voilà, je prendrai comme exemple le fer, hein, qui intervient dans le transport de l'oxygène, de l'hémoglobine. Sa fonction dans l'oxygénation des tissus, évidemment, est tout à fait fondamentale et dans beaucoup de fonctions biochimiques, la synthèse de l'ADN, etc. Quand il y a un épuisement des réserves corporelles en fer associé à un apport insuffisant en fer, on voit apparaître ce qu'on appelle les anémies ferriprives, hein, vous l'avez vu tout à l'heure, c'est quelque chose d'assez courant dans le monde, y compris dans des populations occidentales, et arrive de mauvais développement neurologique, hein. C'est la carence nutritionnelle la plus fréquente chez les enfants, qui sont particulièrement en risque de la croissance rapide, hein. Ils ont besoin évidemment de ce problème d'oxygénisation pour assurer la croissance. C'est la principale cause d'anémie dans le monde, avec des variations suivant les raisons. Et la prévention nécessite une alimentation diversifiée, des variétés d'aliments riches en fer biodisponibles. Et à ce moment-là, si ça, on ne l'a pas, eh ben, il faut un enrichissement en fer euh, des aliments dans la population. Diapositive suivante. Voilà, alors si on regarde, vous voyez la prévalence de l'anémie liée à des carences en fer, là dans différents pays d'Amérique latine, mais qu'importe. Alors évidemment, ces différentes études, alors la la variation est assez grande par pays, mais enfin ce qu'on voit, c'est que on est rarement en dessous de 10%, et suivant les études, vous voyez, ça varie entre 10 et 90% de prévalence d'anémie et donc de carence en fer. Et donc, c'est quelque chose et qu'on va retrouver à peu près dans le monde. Diapositive suivante. Voilà, évidemment, et ben, à ce moment-là, évidemment, la solution, c'est la fortification avec du fer. Alors, en particulier dans les pays à moyen et faible revenu, mais c'est vrai partout. Et là, donc, c'est une étude qui a regardé les conséquences euh, d'une fortification dans des populations en fer. Et si on regarde d'une façon générale, bon, la réduction de l'anémie se fait, vous voyez, à peu près chez les enfants de moins de 7 ans, on a le risque relatif qui est significativement diminué à 0,61. Chez les enfants entre 6 et 18 ou 0,68. Chez les femmes en âge de procréer, 0,66. Chez les femmes enceintes, 0,73. Et si on regarde l'effet combiné, il y a 34% de réduction de l'anémie sur tous les âges lorsqu'il y a une fortification. Ça veut dire que la fortification en fer, c'est significatif quant à son impact sur la réduction de l'anémie. Donc, c'est vrai que ça se fait de plus en plus. Diapositive suivante. Voilà, et donc là, c'est des tests cognitifs qui ont été faits chez les enfants associés à une supplémentation en fer. Et ce qu'on voit, c'est que l'apport oral en fer réduit l'anémie et améliore le développement cognitif des enfants et des adolescents, en particulier donc dans des pays avec des revenus moyens et faibles. Alors c'est très important, comme je dis, puisque c'est l'avenir de la population, quoi. Le développement cognitif, ça justifie donc les recommandations de l'OMS qu'il faut supplémenter en fer pour les enfants et les adolescents pour être sûr que leur développement physique et cognitif sera adéquat et va permettre évidemment d'avoir ensuite dans l'avenir des populations euh, qui peuvent prendre en main évidemment le développement de la population. C'est très important. Diapositive suivante.
Voilà, un peu ce tour d'horizon, vous voyez, sur ces problèmes, quelques éléments. Bon, l'enfance, l'adolescence et la puberté sont associés à des mutations physiques, cognitives, comportementales, émotionnelles, évidemment. L'alimentation joue un rôle très important dans ce développement de toutes les caractéristiques physiques et cognitives, hein, et dans le développement des individus. Il y a un besoin d'un apport adéquat d'énergie et de nutriments pour l'expression optimale du potentiel génétique. Et ça se joue évidemment sur les années de l'enfance, de la croissance. Ensuite, les choses ne peuvent plus être réversées, hein. Alors, il y a des nutriments particulièrement sensibles, on le sait, c'est ceux qui sont associés à la croissance, les protéines, le calcium, le fer, l'iode, le zinc, les acides gras polyinsaturés, la vitamine A, la vitamine D, les folates, la vitamine E, etc. Voilà. Et ce sont les choses qui sont fortement surveillées, évidemment, dans toutes les populations, y compris les populations occidentales. Voilà, j'ai terminé. Ce que je propose, c'est qu'on enchaîne directement avec l'autre présentation. On prendra les questions et les échanges à la fin. Donc, bonjour à tous. Merci au professeur Harvey et au docteur Stockley de nous avoir invités à faire cette conférence. Donc, après donc, la conférence de Daniel Thomé qui portait sur les besoins de façon globale de l'enfant, j'ai choisi de faire un focus sur le besoin en protéines parce que donc, les protéines jouent un rôle fondamental de notre organisme puisqu'elles fournissent de l'azote mais également des acides aminés et c'est un apport qui est indispensable à la survie. Donc, la qualité de cet apport alimentaire va correspondre d'une part à la quantité adéquate d'azote qu'apporte l'alimentation, mais aussi aux acides aminés qui composent donc cet apport. Ils doivent assurer les besoins corporels pour la synthèse des protéines de notre organisme, mais aussi de différents composés azotés qui vont intervenir donc dans les structures de notre organisme et dans les fonctions. Et parmi les acides aminés que doit apporter l'alimentation, eh bien, il y en a 9 qui sont indispensables, c'est-à-dire que l'organisme humain ne sait pas les synthétiser ou les synthétise de façon en quantité insuffisante. Donc, quels sont ces acides aminés? Eh bien, donc, il y en a 20 qui vont constituer nos protéines corporelles. Donc, au cours d'alimentation, les protéines alimentaires vont être digérées, les liaisons peptidiques vont être détruites et on va absorber ces acides aminés qui vont servir à synthétiser nos protéines corporelles sur la base de notre code génétique. Donc, certains d'entre eux, on sait les synthétiser. C'est ceux qui sont entourés en très plein. Et d'autres, comme je vous le disais, il y en a 9, on ne sait pas les synthétiser ou alors en quantité trop faible. Donc, il y a les acides aminés à chaîne ramifiée, l'isoleucine, la leucine et la valine. Il y a les acides aminés aromatiques, comme la phénylalanine et la tyrosine, par exemple, et vous en avez d'autres, l'histidine, vous avez des acides aminés strictement indispensables comme la lysine ou la thréonine, on a encore la méthionine qui est un acide aminé soufré. Donc ces acides aminés doivent être apportés essentiellement par l'alimentation. Or, pourquoi est-ce qu'on a besoin de ces acides aminés et des protéines alimentaires donc pour assurer notre besoin en azote et en acides aminés? Bien parce que le métabolisme protéique est assez particulier. On a un renouvellement permanent des protéines corporelles dans notre organisme. C'est-à-dire qu'on va synthétiser à partir des acides aminés apportés par l'alimentation, mais pas que, nos protéines corporelles. Et ces protéines corporelles, lorsqu'elles ont agi, eh bien, vont être détruites et les acides aminés qui sont issus de cette protéolyse vont rejoindre le pool des acides aminés libres. Alors, pourquoi est-ce qu'on synthétise et qu'on détruit? Eh bien, pour différentes raisons. On a entre autres des protéines qui ont un rôle signal, et il y en a une que vous connaissez bien, l'insuline, est une hormone de nature protéique, et bien elle est sécrétée par les cellules bêta-pancréatiques, elle agit, une fois que le signal est émis, eh bien elle est détruite, et ainsi de suite, donc elle est renouvelée. Donc chez l'homme adulte, le renouvellement protéique
et représente environ 3 grammes par kilo et par jour chez l'adulte, on a vraiment une dégradation, une synthèse et une dégradation des protéines. Et certains tissus vont être plus actifs que d'autres. Les tissus splanchniques, le foie et l'intestin, vont avoir une activité de renouvellement très forte qui environ vont renouveler 50% de nos protéines corporelles. Et le muscle, par exemple, va avoir une activité plus faible, bien qu'il représente en quantité une part importante dans notre organisme. À ces besoins de l'adulte rajoutent aussi des besoins dans des situations spécifiques. Donc, chez l'enfant, les besoins de croissance, puisqu'il y a de nouveaux tissus qui vont se déposer. Et pour déposer ces nouveaux tissus, eh bien, on a un besoin de croissance qui va se rajouter aux besoins qui est évalué donc chez l'adulte. Euh, alors, les acides aminés et les molécules azotées peuvent subir des désaminations dans certaines situations. On a des pertes obligatoires quotidiennes, mais on a aussi des pertes liées à des situations particulières. Ces pertes, on sait les estimer, et c'est pour cela donc que l'apport protéique, l'apport alimentaire doit couvrir nos besoins protéiques. Donc, pour récapituler, on a donc un besoin d'entretien qui correspond au renouvellement des protéines corporelles. À cela s'ajoutent les besoins particuliers au cours de la croissance, la gestation, etc. Donc les deux vont permettre de couvrir les pertes obligatoires que l'on sait estimer. Donc, l'apport alimentaire doit couvrir le besoin en azote. Et pourquoi? Alors, les acides aminés sont des molécules azotées, à la différence des lipides et des glucides. Donc, on parle de besoin en azote et on évalue le besoin en protéines tout d'abord sur la base du besoin azoté. Et ce besoin en azote doit être couvert par l'apport protéique. Donc, le bilan azoté doit être nul. Les pertes obligatoires, on sait les estimer, c'est ce que je vous ai dit, on les a chiffrées. Et comme le rendement d'utilisation des protéines alimentaires n'est pas de 100%, eh bien le besoin est estimé à 0,66 grammes par kilo et par jour, ce qui permet d'équilibrer le bilan. À cela s'ajoute, donc là on parle de besoins nutritionnels moyens, auxquels il faut qu'on rajoute le coefficient de sécurité. Et en rajoutant ce coefficient de sécurité, eh bien, on arrive à des apports recommandés de 0,83 grammes par kilo et par jour. Donc, à quoi correspondent ces pertes azotées? Ces pertes azotées, celles qui sont mesurables et qui représentent 90% des pertes azotées, eh bien, sont les pertes fécales et les pertes urinaires. Celles-là, on peut les mesurer. Mais on a des pertes qu'on ne peut pas mesurer, qui représentent environ 10%, et qui vont correspondre aux pertes, par exemple, de cheveux, de la desquamation de la peau, les ongles, etc. Mais aussi, par exemple, de l'ammoniac qui est libéré par les voies respiratoires. Et donc, ces pertes non mesurables sont estimées et la FAO recommande d'utiliser ce chiffre de 8 mg d'azote par kilo et par jour. Donc, si l'on doit schématiser et récapituler le besoin du moins d'entretien en protéines, donc l'apport alimentaire doit équilibrer les pertes azotées. Et donc, pour que le bilan soit nul, comme vous le voyez sur ce graphe à gauche, eh bien, il faut un apport de 104,2 mg d'azote par kilo et par jour. Sachant que le facteur de conversion pour passer de l'azote aux protéines est de 6,25, eh bien, on arrive à la valeur du besoin moyen, qui est de 0,66 g de protéines par kilo et par jour. Ce besoin moyen, c'est ce que vous avez ici représenté sur la courbe de droite, qui est la courbe classique, qui représente
le besoin pour la population et les recommandations d'apport. Donc le besoin moyen, c'est ce qui permet, c'est l'apport alimentaire qui permet de couvrir le besoin de 50% de la population. Et on ajoute un apport de sécurité pour que l'apport alimentaire couvre près de 98% des besoins de la population. Et donc on arrive à 0,83 grammes par kilo par jour. Très bien. Donc là, c'est les besoins d'entretien, c'est les besoins de l'adulte. Et comme je vous l'ai dit, à cela s'ajoutent les besoins de l'enfant. Daniel vous l'a dit, pendant les premières années de la vie, le poids corporel augmente très rapidement et le dépôt protéique est important, hein, les premières années de la vie et décroît par la suite. Pour tenir compte de ce dépôt protéique, eh bien, au besoin nutritionnel moyen qui est de 0,66, va se rajouter un besoin en fait de croissance, hein, un besoin de croissance, et donc le besoin de l'enfant est calculé par méthode factorielle, c'est-à-dire que ça va être la somme du besoin d'entretien auquel se rajoute finalement le besoin qui correspond au nouveau dépôt de protéines et qui est évidemment variable en fonction de l'âge, puisque c'est les premiers mois de la vie où on a un dépôt très rapide et qui décroît euh, par la suite. Et donc on rajoute à cela un apport de sécurité, toujours pour couvrir les besoins de 99% ou 98% de la population, euh, et donc couvrir les besoins de la majorité des enfants. Alors le dépôt protéique, l'efficacité du dépôt protéique est fonction de l'âge. Il est estimé à 66% les premiers mois de la vie et 58% par la suite. Donc, pour les premiers jusqu'à 6 mois, on applique, donc ce qui est appliqué pour calculer le besoin, c'est une efficacité de 66% et décroît par la suite à 58% jusqu'à l'âge adulte, hein, c'est ce que l'on voit ici, jusqu'à l'âge adulte. Donc là, c'était pour vous donner un exemple concret, hein, tenant compte de l'efficacité. Donc, on reprend, le besoin d'adulte est de 0,66%, eh bien, le besoin moyen reste à 0,66%. Pour l'enfant, par la méthode factorielle, eh bien, on rajoute le besoin de croissance corrigé par l'efficacité de dépôt des protéines et on arrive donc là à 0,2 et on arrive donc à un besoin moyen pour l'enfant là de 1 à 3 ans de 0,86 grammes par kilo et par jour. Alors c'est au cours, donc c'est pour tenir compte, c'est pour couvrir évidemment les besoins de dépôt de la masse maigre qui va constituer la masse protéique principale qui est à la base du calcul, hein, du besoin protéique chez l'enfant. Et ce dépôt protéique va être différent, ce dépôt de masse maigre, pardon, est différent chez les garçons et chez les filles, donc en très plein là chez le garçon et en assuré pour les filles. Et donc les valeurs du besoin et les recommandations d'apport vont être données de façon différente chez le garçon et chez les filles par tranche d'âge. Et donc là, vous voyez le dépôt protéique, hein, pour chaque tranche d'âge qui a été estimé et qui est à la base du calcul par la méthode factorielle du besoin de l'enfant. Bon, mais là, il s'agit du besoin en protéines, d'accord? Un autre facteur est important, et je vous le disais au début, c'est la qualité des protéines. La qualité des protéines qui correspond à l'apport en acides aminés indispensable. Or, pourquoi c'est important? Eh bien, parce qu'on a un besoin en acides aminés indispensables, hein. Donc là, vous avez les 9 acides aminés indispensables dans ce tableau. Et donc, le besoin moyen, qui correspond donc aux 0,66 grammes par kilo et par jour de protéines, bien correspond
hein, aux valeurs de ces différents acides aminés qui sont listés dans ce tableau. Donc 30 ici milligrammes par kilo et par jour, par exemple pour la lysine. Et lorsqu'on traduit ça en protéines, eh bien, ça correspond à 45 milligrammes par gramme de protéines. Alors, là, c'est le besoin moyen, hein, qui correspond au besoin d'entretien. Eh bien, chez l'enfant, c'est décliné là aussi par la méthode factorielle. Les premiers mois de la vie, c'est le lait maternel qui sert de référence aux besoins en acides aminés indispensables. Puis, euh, c'est la méthode factorielle qui va servir au calcul, hein, du besoin de l'enfant en acides aminés indispensables, jusqu'à arriver, hein, à l'âge adulte où on retrouve la valeur, par exemple, je reprends la lysine, de 45 milligrammes par gramme de protéines. Alors pourquoi c'est important? Ben, c'est important parce que lorsque l'apport en acides aminés indispensable est équilibré, eh bien, on va pouvoir assurer la synthèse protéique à 100% des besoins de l'organisme. Par contre, lorsqu'un acide aminé indispensable est déficient, reprenons l'exemple de la lysine ici en rouge, eh bien, la synthèse protéique va être limitée au niveau de l'acide aminé qui est limitant. Et tous les autres acides aminés vont être dégradés, hein, au niveau, hein, de l'acide aminé qui est limitant. Donc, l'apport en acide aminé indispensable et de façon équilibrée est très important. Donc, pour évaluer la qualité des protéines, différents scores ont été proposés. Le score chimique, hein, qui correspond en fait au profil en acide aminé de la protéine alimentaire que l'on veut tester ou sur laquelle on veut mesurer la qualité, hein, rapporté à la teneur en acide aminé de la protéine de référence. La protéine de référence, je vous le rappelle, c'est celle que je vous ai montrée dans les dias précédentes, c'est celle-ci. Du moins chez l'adulte, hein, mais vous avez des profils de référence par tranche d'âge. Mais on s'est aperçu en fait que ce score chimique ne tenait pas compte d'une notion qui est très importante, qui est la notion de digestibilité. Donc un autre score a été proposé, qui est le PTCAS pour Protein Digestibility, Corrected Amino Acid Score. Ce score, en fait, correspond à ce score chimique, donc c'est toujours le rapport entre la protéine à tester par rapport à la protéine de référence, mais qui est corrigé par la digestibilité de la protéine. En effet, hein, la digestibilité des protéines peut être variable d'une protéine à l'autre. Et puis, on s'est aussi rendu compte par la suite que finalement, les acides aminés n'avaient pas tous la même digestion. Et donc, un autre score a été proposé, qui est le DIAS, pour des Digestible Indispensable Amino Acid Score, qui permet de corriger le score chimique, cette fois par la digestibilité de chaque acide aminé, mais pour tenir compte finalement de la digestibilité de chaque acide aminé, il faut la mesurer au niveau idéal, donc c'est très contraignant en termes et très invasif en termes de méthode. Donc, en quoi c'est important d'avoir ces données sur la digestibilité? Eh bien, si là vous avez deux exemples, le blé à gauche, le lait à droite, et le profil de référence ici en gris. Toujours reprenons l'exemple de la lysine. Déjà, on voit que dans le blé, c'est une protéine qui est déficiente en lysine puisque sa teneur est près de 50%, hein, inférieure à celle de la protéine de référence, alors que si on prend le lait, par exemple, là on voit au contraire que c'est une protéine qui n'est pas du tout déficiente. Au contraire, elle est équilibrée dans tous les acides aminés indispensables. Bien, si on tient compte de la digestibilité, vous l'avez ici en rose,
Là, j'ai pris plutôt la digestibilité des protéines, donc pour calculer le PTCase. Et qu'est-ce qu'on voit? Bien, pour le blé, elle est de 85%, pour le lait, elle est de 95%. Donc, lorsqu'on traduit ça en score, eh bien, le PTCase est supérieur à 100, c'est-à-dire qu'aucun des acides aminés indispensables n'est limitant dans la protéine de lait, alors que pour le blé, eh bien, la lysine, le diaz est de 43, et avec comme acide aminé limitant la lysine, ce qui implique donc que la protéine de blé n'est pas équilibrée et qu'elle présente un déficit en lysine. Alors, c'est particulièrement important quand on traduit ça en termes d'alimentation. Pourquoi? Bah parce que donc on a deux facteurs. On a la quantité de protéines. Et ce qu'on peut voir, c'est que les produits animaux sont très riches en protéines, hein. C'est autour de 20 à 30 grammes pour 100 grammes d'aliments, alors que les produits végétaux, dans la majorité, sauf les oléagineux et les légumes secs ici, enfin les légumineuses, hein, ont une teneur faible en protéines. Donc ça, c'est d'une part. Donc quand on mange de la viande, par exemple, un steak, on va manger que des protéines. Quand on va manger des céréales, on mange des protéines, donc à raison de 7%, pardon, ou 8%, et on mange surtout de l'amidon. Donc, ça, c'est une notion importante. Donc, on a des protéines de sources végétales qui ont un contenu important en protéines. C'est les légumineuses, hein, et celles qui possèdent le taux le plus important, vous pouvez voir, là, c'est le soja, par exemple, et le lupin, qui sont à 36%, hein, de protéines. Donc, on a des sources végétales qui sont riches en protéines, mais certaines ne le sont pas. Par contre, en termes d'équilibre en acides aminés, c'est une autre question, puisque si on prend les protéines animales ici en gris, eh bien, on voit, là, vous avez en pointillé la valeur du besoin, hein. On voit que finalement, les protéines animales apportent des acides aminés indispensables qui dépassent nos besoins, alors que la majorité des sources végétales apporte, enfin, couvre moins nos besoins en acides aminés indispensables que les sources animales. Par ailleurs, elles ne sont pas toutes égales pour couvrir nos besoins en acides aminés indispensables. Ici, dans ce graphe pour la lysine et sur le graphe du bas pour la méthionine en vert. Et qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir que la majorité des céréales sont déficients en lysine, hein, et que la majorité des légumineuses sont déficientes en méthionine. Donc, eh bien, même si certaines ont des teneurs intéressantes en protéines, certaines sources végétales, eh bien, il y a un déséquilibre en acides aminés indispensables, notamment pour la lysine et pour la méthionine. Lorsqu'on tient compte de la digestibilité, là vous avez représenté sur cette diapositive des résultats que nous avons obtenus au labo, puisque c'est une thématique, hein, importante de l'équipe que j'anime et de l'unité de façon globale. Et donc là, vous avez les valeurs de digestibilité pour certaines sources protéiques, et en haut le diaz, donc qui, je vous le rappelle, est le score qui est corrigé par la digestibilité de chaque acide aminé. Si on prend l'exemple du tournesol, eh bien, on voit que les protéines de tournesol ont une digestibilité plutôt moyenne, hein, elle n'est pas très élevée. Par contre, le diaz est de 0,96, donc proche de 1, Pourquoi? Parce que cette protéine est finalement assez équilibrée en acides aminés indispensables. Par contre, si on prend le poids, par exemple, ou non, prenons là le lin a une digestibilité élevée, 93,8%. Par contre, son diaz est de 0,70. Pourquoi? Parce que c'est une protéine qui est déficiente en lysine. Donc là, ces mesures ont été effectuées chez l'homme, et vous avez là aussi les données de digestibilité et de diaz obtenues chez le rongeur. Alors, c'est important
parce que là, je reprends la diapositive que vous avez présentée, Daniel Thomet, donc qui montre que finalement, la prévalence du retard de croissance, hein, est augmentée lorsque l'apport en céréales et en racines ou tubercules augmente dans les pays. Donc, plutôt, on voit développement où les céréales, hein, sont la principale source de l'alimentation. Et là, vous savez, hein, maintenant que les céréales sont déficientes en lysine et donc ne peuvent couvrir tous les besoins en acides aminés indispensables, ce qui explique le retard de croissance dans ces pays. Et le risque est encore plus élevé. Donc là, c'est un graphe qui représente le pourcentage de risque de l'inadéquation de l'apport protéique dans différents pays. Qu'est-ce qu'on peut voir en noir? Eh bien que le risque est élevé, notamment dans certains pays d'Afrique, mais aussi en Asie, et que ce risque est pratiquement doublé lorsqu'on tient compte de la digestibilité, puisque effectivement, une partie de ces protéines, hein, sont peu digestibles. Et donc, seule une partie des acides aminés vont être biodisponibles pour les besoins de l'organisme. Donc, vous voyez deux notions importantes. Une notion de quantité d'apport protéique, hein, pour couvrir les besoins en protéines. Une notion de qualité des protéines pour couvrir le besoin en acides aminés indispensables. Et c'est particulièrement important pour l'enfant au moment de la croissance, puisque l'apport protéique doit équilibrer finalement les pertes, mais aussi le dépôt, hein, de nouveaux tissus. Et donc tout déficit à cette période de la vie est important et va se traduire par un retard de croissance, puisque la majorité des tissus, hein, maigres, c'est des protéines. L'os aussi. L'os, c'est d'abord une matrice protéique sur laquelle, donc, il va être minéralisé par la suite. Donc, il faut des protéines de bonne qualité, donc équilibrées en termes de composition en acides aminés indispensables, mais aussi il faut que ces acides aminés indispensables soient biodisponibles. Donc, biodisponible, ça veut dire que la protéine doit avoir une digestibilité élevée et qu'elle doit avoir une composition en acides aminés indispensables, équilibrée. Alors, on est face à un dilemme, puisque d'une part, dans la pyramide alimentaire classique, eh bien, il faut qu'on consomme un peu moins de protéines animales, et notamment de viande, etc. Bon, et que par rapport et qu'on consomme, pardon, plus de sources végétales, hein, et que pour des raisons environnementales, effectivement, il faut qu'on réduise l'apport en protéines animales, alors que ce sont celles qui sont les plus équilibrées en acides aminés, qui présentent la meilleure digestibilité. Donc, trouver ce juste équilibre entre finalement les besoins de l'être humain et la santé de la planète est un enjeu majeur. Euh, donc on sait, hein, mais ça je pense que je ne vais pas m'y attarder, on sait que ce sont les protéines, les sources protéiques d'origine animale et notamment celles de bœuf qui ont le plus d'impact environnemental, que ce soit en termes d'émissions de gaz à effet de serre ou en termes d'occupation des sols, et que ce sont plutôt les sources végétales qui ont un profil qui permettent d'assurer finalement la meilleure santé environnementale. Donc on le sait, mais on ne peut pas ne pas aussi tenir compte des besoins de l'organisme. Et de nombreuses questions restent posées, notamment sur les sources végétales, puisque, alors évidemment, on va avoir
nos besoins, hein, donc euh, la nécessité de couvrir la- par la quantité et par la qualité de l'apport protéique nos besoins, et donc les transformations et les sources végétales de protéines, eh bien, vont apporter de façon non équilibrée les acides aminés indispensables. La question de la digestibilité se pose. Il y a des questions de structure de protéines, également de présence de facteurs antinutritionnels qui se posent. Et en plus de ces aspects-là, eh bien, la question de l'ultratransformation également est posée, puisque, alors, c'est nous, hein, êtres humains, consommateurs, qui cherchons des produits d'origine végétale, mais qui ressemblent à des produits végétaux. Alors, pour avoir ça, eh bien, évidemment, il faut extraire des ingrédients, les texturer, les trouver finalement une texture et un process pour pour produire des produits qui ressemblent à des produits animaux, et évidemment les cuire. Donc tout ça, c'est plusieurs étapes, tout ça a un impact environnemental. Et donc, il y a plusieurs indices qui sont proposés, plusieurs scores qui sont proposés pour tenir compte de ces processus de transformation. Et la question, voilà, plusieurs questions restent posées par rapport à ces aspects. Voilà, j'espère que ces notions que je vous ai présentées peut-être rapidement vous ont intéressé. Et nous sommes à votre disposition pour répondre à vos questions. Merci beaucoup, professeur. Avant de prendre les questions, je vais peut-être commencer moi par une question, et d'abord un commentaire et après une question. Moi, ce que je comprends de ce que vous dites, hein, c'est qu'à la fois, il y a une nécessité évidemment d'avoir besoin d'un certain nombre de protéines animales, mais en même temps, ça c'était ce qui était présenté dans votre présentation, professeur Thomé, mais dans votre présentation, professeur Azout-Marnich, l'autre point, c'est qu'on voit la nécessité, par contre, évidemment, c'est la qualité des protéines, et cette nécessité de baisser la quantité de protéines de bœuf. Et c'est vrai que la remarque que je ferais par rapport à ça, qui est aussi à la fois une question, et je m'adresse à vous qui êtes en plus ingénieur agronome, il me semble en plus que la consommation de bœuf telle qu'on la pratique actuellement, cette pratique sociale qu'on a en consommé beaucoup, surtout en Occident, finalement elle est assez récente dans l'histoire de l'Occident. Il me semble qu'elle commence plutôt au cours du XIXe siècle, en particulier avec la conquête de l'Ouest aux États-Unis, avec cette idée, après qu'ils aient justement décimé une bonne partie des troupeaux de bisons au moment justement de la construction des chemins de fer. Il y a eu ce besoin de remplacer justement la consommation de bisons par de la viande de bœuf. Et ce sont justement ces gros élevages de bœuf qu'on avait au niveau du Texas, etc., qui ont après alimenté le reste du Nord avec le développement de ces fameux gros abattoirs au niveau de Chicago, et qu'à partir de ce moment-là, s'est mis en place comme ça une pratique importante de consommation de viande de bœuf qui n'était pas forcément le cas aussi avant. Ma question est la suivante. Si au final cette pratique est finalement globalement assez récente, pourquoi il serait finalement pas facile de pouvoir totalement la transformer et finalement la refaire, revenir un peu comme ce qui était avant qu'elle apparaisse au XIXe siècle. Et là, je voudrais votre avis, tous les deux d'experts, autour de ces questions-là. Professeur Thomé, peut-être pour commencer, si vous voulez. Alors, par contre, oui, juste le micro, vous avez coupé votre micro. Oui, pardon. Voilà. Il y a deux aspects. Il y a l'aspect globalement de consommation de protéines d'origine animale. Et après, il y a l'aspect qu'est-ce que sont ces protéines animales entre les différentes espèces animales. Alors, ce qu'on voit de toute façon, c'est que si on regarde la consommation de protéines dans à peu près toutes les populations, la consommation de protéines végétales est pas si différente que ça. Et les populations qui consomment beaucoup de protéines, c'est parce qu'il y a des protéines animales qui viennent en plus. On voit très bien, quoi, je veux dire. Vous voyez, il va y avoir, je sais pas, 50%, on va dire,
enfin une base d'un certain nombre de 60, 70 grammes de protéines, 50-60 grammes d'origine végétale. Et puis ce qui va venir au-dessus, qui va faire monter quelquefois plus de 100 grammes par jour, c'est parce qu'il y a des protéines animales. Et ça, on le voit très bien. Ensuite, alors c'est vrai que qu'est-ce que c'est ces protéines animales? Alors le bœuf est apparu de façon importante. On consomme des bovins quand même depuis très longtemps, hein. Je veux dire, l'agriculture s'est développée un peu partout avec des différents types de bovins, mais aussi bon, des moutons, des porcs, de la volaille, etc., quoi. Voilà, donc je suis assez d'accord que la surconsommation animale est liée à une surproduction animale qui s'est développée au cours du XXe siècle, quoi. Alors ensuite, qu'est-ce qui se passe avec le bovin? Si on regarde, y compris en France et un peu partout, de toute façon, la consommation de viande bovine, elle diminue. Il ne faut pas croire qu'elle augmente, hein. Elle diminue progressivement. La viande rouge, elle diminue. Elle diminue au profit de quoi? Au profit de la volaille. Voilà, de plus en plus, on voit augmenter par contre la consommation de volaille. Alors, on devrait pouvoir réduire la consommation de produits animaux, quoi. C'est le challenge. La grande question, c'est le ratio entre source animale, source végétale. Alors, il y a les végétaliens qui consomment plus du tout d'animaux. Ils font attention à ce qu'ils mangent et ils s'en sortent, hein. Je veux dire, on peut très bien équilibrer un régime avec que du végétal. Mais moi, je dirais que c'est un peu plus compliqué. C'est un peu plus compliqué pour les protéines, c'est un peu plus compliqué. Alors, il y a la vitamine B12, hein, et on ne la trouve que dans les produits animaux. Bon, il y en a une seule, bah, il suffit de prendre des compléments, hein, comme je disais, et puis ça suffit. Après, il y a le fer, hein, quand même, les produits animaux sont un vecteur de fer très, très disponible, plus disponible que le fer végétal, quoi. Enfin, voilà un peu ce qu'on peut dire. Donc oui, on pourrait diminuer. Après, la question dans quel ratio entre le végétal et l'animal, ça reste quand même discuté, quoi. Ouais. Et à ces aspects que moi je rajouterais un autre aspect, c'est qu'on est donc dans une société où le surpoids et l'obésité augmentent. Les sources protéiques animales, eh bien, c'est surtout des protéines, hein. Les sources végétales, c'est aussi d'amidon ou des lipides. Et donc, forcément, si on augmente notre apport en protéines végétales, eh bien, on va augmenter notre apport en glucides ou en lipides. Donc, c'est vrai que c'est un subtil équilibre et que la question de la diminution de l'apport des sources animales et du rééquilibrage de nos formes d'alimentation vers des sources végétales permettrait de tenir compte de tous ces facteurs. Mais je pense qu'il ne faut pas oublier, hein, cet aspect obésité, surpoids, d'autant que les protéines régulent la lipogénèse, la voie de synthèse des lipides en la diminuant. Donc, si on mange des glucides, eh bien, on va, du moins pour ceux qui ont un indice glycémique élevé, favoriser la synthèse de lipides. Si on mange des lipides, eh bien, on va favoriser aussi la prise de poids par l'accumulation directe de lipides. Bien sûr, je ne parle pas des acides gras indispensables. Bien, si on mange des protéines, c'est pas le cas. Donc, il y a un juste milieu à trouver dans notre forme d'alimentation pour réussir à maintenir la santé, tout en tenant compte de la santé environnementale. Est-ce qu'il y a des questions à la salle? Certains ont peut-être des questions à poser. N'hésitez pas. Merci pour la conférence. J'ai juste une question sur le quota de 0,66 grammes par kilo de poids de corps de protéines. C'est très bas, non, par rapport à ce qu'on entend d'habitude. C'est très quoi? Je pensais que c'était plus autour de 1,5. Je m'étonne du chiffre, parce que même quand on fait les calculs du quota calorique journalier, quand on divise pour avoir 50% ou plutôt 40% de protéines par jour, on tombe sur un chiffre un peu plus haut, je crois. 50%.
Non, les protéines sont à 15, on les met entre 15 et 20% de l'apport énergétique. Ah, ok, je pensais que c'était autour de 40% plutôt, mais non, c'est pas. Non, on considère que les protéines, quand on fait une évaluation, on met toujours les protéines entre 15 et 20% de l'apport énergétique. Et ça veut dire 0,66, ça fait 50-60 grammes de protéines par jour, quoi. Alors, la population française est un peu au-dessus, hein, on est plutôt à 80 grammes, voire les gros mangeurs de protéines 100 grammes, mais 0,66, c'est le besoin minimum. Nutritionnel moyen. Oui, attention, parce que 0,66, c'est le besoin nutritionnel moyen. Les recommandations d'apport sont à 0,83. Et si vous prenez un individu, là, c'est exprimé par kilo et par jour. Donc, il faut multiplier ça par le poids de l'individu. Et si on prend un individu qui pèse 70 kilos, par exemple, ça fait à peu près du 60 grammes de protéines par jour. Ok. Donc, c'est plus la base du besoin. Maintenant, les besoins sont augmentés dans certaines situations. Hein, dans certaines situations, y compris pathologiques. Il y a d'autres questions? Bonsoir, merci encore pour la conférence. Parce que là, on est sur une One Health, donc on doit prendre un peu en compte plusieurs composantes. Et c'est vrai que par rapport aux produits animaux, vous parlez, mais bien sûr, le thème, là, c'est les protéines, j'ai bien compris, mais effectivement, nous, on apprend qu'il y a quand même la viande rouge, etc. C'est aussi des facteurs de risque de maladies cardiovasculaires, de cancer, etc., etc. Est-ce que isoler comme ça le micronutriment et le mettre un peu en compétition avec des produits végétaux, par exemple, je sais pas, des légumineuses qui, certes, ont des protéines, mais ils les ont pas toutes, pas tous les acides aminés essentiels, mais ont d'autres vertus. Elles ont des fibres, elles ont d'autres nutriments. Elles sont aussi moins consommatrices d'eau, d'énergie, de sol, enfin pour la planète, etc. Et en plus, on peut voir qu'on a tous un peu une sensation qu'on a besoin d'énormément de protéines. Enfin, ça en témoigne aussi de la question précédente. On a aussi une vision probablement un peu biaisée du besoin qu'on a, surtout dans nos sociétés actuelles. On est toujours là, très focus sur les protéines. Est-ce que finalement, on ne pourrait pas mettre en avant d'autres sources qui seraient plus dans une optique un peu de développement durable, donc de croiser un petit peu les choses d'un point de vue à la fois environnemental et nutritionnel, et en même temps, voilà, il existe d'autres choses que... il n'y a pas que... mettre en avant d'autres sources de protéines et aussi l'aliment dans son Il n'y en a entier. pas tellement. Le problème, c'est qu'il n'y en a pas tellement. La discussion... Non, mais vous avez raison. On disait, hein, des protéines, on en consomme plutôt beaucoup dans les pays occidentaux. Il y a des pays... Alors, le problème, d'ailleurs, il faut faire attention. On parle de quel pays? Il y a des pays, par contre, ils n'en consomment pas assez. Ils sont carencés en protéines. Et d'ailleurs, la preuve, hein, il y a des retards de croissance d'enfants qui n'ont pas assez de protéines pour leur croissance. Hein. Alors après, que dans certains pays et certains individus consomment trop de protéines, on est d'accord. Il y a des gens qui vont consommer plus de 100 grammes par jour, c'est pas utile, quoi. Après, les sources de protéines, c'est plus compliqué. On parle plutôt... alors, je ne parle pas des végétaliens. Après, il y a des questions philosophiques. Il y a des gens qui ne veulent pas consommer d'animaux, des choses comme ça. Mais sinon, on parle plutôt d'un rééquilibrage des sources, quoi. De diminuer les sources animales et d'augmenter la part des sources végétales. Mais la question, ce que je disais, quoi, c'est jusqu'à quel niveau, quoi. Jusqu'à quel niveau on peut se permettre de le faire. Parce que des sources, il n'y en a pas tant que ça, quoi. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec ce que Daniel dit, mais j'en rajouterai deux aspects. Alors, vous avez parlé des problèmes de santé, maladies cardiovasculaires. Bon, c'est les viandes rouges, effectivement, qui apportent du cholestérol. Cancer, il n'y a que le cancer colorectal, hein, pour les viandes rouges uniquement, et charcuterie, qui avait été mis, il me semble, une relation qui avait été trouvée entre les deux.
Alors, est-ce que c'est des relations de causalité? Bon, là aussi, hein. Maintenant, il y a aussi des avantages. Ce que je vous disais, c'est que les viandes, c'est surtout des protéines. Les sources végétales, c'est aussi beaucoup d'amidon. Et puis, donc, il y a des intérêts aussi, il y a des avantages pour les sources végétales, comme vous l'avez dit, les fibres, notamment l'apport en fibres qui est très important. Et des acides gras, hein, enfin donc l'absence de cholestérol dans l'alimentation, dans les sources végétales. Ceci dit, il y a un autre facteur qui est important. Ce que je vous disais, c'est l'appétit et la lipogénèse. Les protéines sont satiétogènes. Donc quand on mange des protéines, eh ben, on n'a plus faim. On a moins faim. Donc, spontanément, dans les études qui ont évalué l'apport spontané en protéines, eh bien, on se place au-delà du besoin. Et que, finalement, le besoin protéique, jusqu'à présent, est surtout raisonné par rapport au métabolisme protéique, mais il y a son effet sur le métabolisme énergétique qu'on ne peut pas ignorer. Et cet effet, c'est réduire quand même les processus métaboliques qui induisent la synthèse de graisse. Donc ça, c'est pour l'apport protéique. Maintenant, la forme, que ce soit végétale, animale, bon, ça incontestablement, on mange probablement trop de protéines animales, on peut les réduire, revenir à nos besoins et rééquilibrer un petit peu notre apport. Mais il ne faut pas oublier cet aspect-là. Et le second aspect sur lequel je reviendrai, c'est l'ultra-transformation. C'est pourquoi finalement, nous, consommateurs, nous tous, lorsqu'on recherche des protéines ou des sources végétales, on va rechercher des produits alimentaires qui vont ressembler à des produits animaux. Pourquoi finalement chercher un steak végétal? Pourquoi ne pas consommer des légumineuses avec des céréales, ce qui se fait traditionnellement dans beaucoup de pays? En Inde, par exemple, c'est les lentilles, avec le riz. Dans les pays d'Afrique du Nord, c'est le couscous avec du pois chiche. Donc, cette culture existe. Et on n'a pas besoin d'aller chercher finalement des aliments qui vont ressembler à des produits animaux. Merci beaucoup pour cette question qui méritait d'ouvrir un peu sur la thématique du cycle. Peut-être pour conclure, parce que je vois que l'heure file et que la tension commence un peu à baisser, ce qui est normal. Je pense que ce qui est important que vous reteniez peut-être de cette conférence, évidemment, il y a tout l'aspect biologique, mais je pense que de par votre formation en sciences de la vie de la santé, ça vous l'avez quand même plus ou moins quand même intégré, mais si je pense quand même que les professeurs Thomé et Dalila Azoudmernich ont pu vous apporter des éléments peut-être que vous n'aviez pas. Non, l'autre point qui peut être important aussi à mon sens, mais qui recouvre plus moi ce que je peux faire au quotidien en tant qu'éthicien, c'est... Et ça, c'est une chose qu'on avait pu aborder pour ceux qui étaient présents à la conférence de janvier. C'est aussi la problématique de... Il y a une connaissance scientifique que vous allez avoir, et après, la problématique, c'est comment cette connaissance scientifique, vous la faites passer au grand public pour qu'il y ait véritablement une transformation des pratiques sociales. Car là, je pense que ce discours-là, nous l'avons tous plus ou moins, qu'il faut manger moins d'aliments transformés, qu'il faut manger moins de protéines animales, mais à mon avis... Et moi, je suis le premier à dire, je serai le premier à manger un steak peut-être ce soir ou à un autre moment et peut-être avoir une surconsommation de consommation animale. Donc, la problématique, et ça, je pense que c'est aussi l'enjeu, vous, en tant que soignant, c'est pas simplement, évidemment, de soigner et faire de la prévention, c'est aussi de réfléchir, en fait, ou finalement, que toute cette connaissance que vous allez produire, parce que vous allez la produire, surtout pour ceux qui font de la recherche, comment, derrière, au niveau politique, au niveau sociétal, cette connaissance induit véritablement un changement des pratiques. Ça, c'est quelque chose qu'on a vu aborder aussi en janvier. Il y a des actions plus ou moins coup de poing qui sont abordées par des partis politiques ou par une frange politique plutôt ce qu'on considère radicale, qui peut avoir son utilité à certains moments. Mais peut-être que s'il y a peut-être d'autres actions, peut-être plus consensuelles, qui peuvent apporter quelque chose. Et ça, c'est de votre devoir en fait de le faire en fait. C'est ça, je pense aussi, le sens de ces présentations-là. C'est ça, en fait, qu'on veut essayer de vous induire. Et c'est pour ça que ces présentations ne sont pas dans votre cycle, entre guillemets, normal de sciences de la santé, mais dans ce cycle de SHS. C'est que derrière, en fait, c'est vous induire, en fait, un certain sens des responsabilités par rapport à ces connaissances.
Et ça, c'est vraiment important. Et si vous devez retenir, encore une fois, au-delà de tout ce qui vous a été donné comme connaissance scientifique pure, c'est comment, finalement, avoir un impact dans la cité et transformer les pratiques sociales autour de ça. Car comme vous pouvez voir, il faut évidemment continuer à bien nourrir nos enfants au niveau quantitatif et qualitatif. Pour autant, il y a un enjeu climatique qui est assez énorme maintenant, où comment on diminue l'élevage intensif et en particulier la consommation de bœuf. Et c'est vraiment là-dessus que vous devez juguler. Et là-dessus, vous avez une responsabilité là-dessus. C'est le message que je voulais faire passer. Et si ça vous va, on va arrêter là. Et je vous remercie pour votre attention. La prochaine conférence sera à l'université et portera cette fois-ci plus sur des enjeux de réchauffement climatique et d'impact carbone. Et je vous remercie.